assises, non pas que ce soit les soirées karaoké, mais beaucoup de conférences que j'ai eu le plaisir d'animer, mais qui me laissent ce soir avec une voix un peu fluette. C'est toujours un plaisir de vous accueillir et de vous retrouver, donc merci à nos quatre invités d'avoir répondu présent. On va parler donc de France 2030, les grandes ambitions de la France en matière de cyber. On va y revenir sur un certain nombre de volets. L'ambition est affichée, tripler le chiffre d'affaires du secteur, créer près de 37 000 emplois d'ici à 2025. Donc les ambitions sont fortes, sont annoncées. On va voir ce qui se cache quelque part derrière l'ambition de cette stratégie nationale d'accélération qui est notamment dotée d'un plan de plus d'1 milliard d'euros. Donc quelle feuille de route, quelle stratégie globale, quels sont les moyens au-delà des budgets annoncés que l'on va se donner? Est-ce qu'il y a une cohérence qui est déjà portée, pensée au niveau européen? Et on y reviendra, Gilles, bien sûr, ensemble. Et puis, quelles sont les priorités, la nécessité en matière d'investissement et bien sûr la question des compétences, adresser les talents, puisqu'on sait qu'effectivement, non seulement il y a une pénurie, mais en même temps, il y a énormément de besoins. La puissance de demain sera celle des talents, a-t-on déjà prononcé. Donc on voit bien tout l'enjeu. Nos quatre invités pour répondre à ces questions, à mes côtés, Gilles Babinet, je vous présente en deux mots, même si je sais que ici tout le monde vous connaît déjà, coprésident du Conseil national du numérique, champion de la France auprès de la Commission européenne, notamment parce qu'il y a encore beaucoup d'autres fonctions, mais on ne les détaillera pas cet après-midi. À vos côtés, nous avons Aurélien Palix, donc sous-directeur des réseaux et des usages du numérique au sein de la direction générale des entreprises. Merci beaucoup, Aurélien, d'être avec nous. À vos côtés, William Leca, donc, qui n'est pas à sa première édition des Assises. Merci d'être venu à nos côtés, William. Mais cette fois, vous êtes dans une autre fonction à nos côtés, directeur d'investissement, Cyber Impact Ventures, donc chez Auriga Partners. Merci William. Et puis Elena Poincé, qu'on ne présente plus, CEO de Tetris. Merci beaucoup d'être avec nous, Elena. Alors, peut-être Aurélien, on démarre avec vous. Je vous propose peut-être qu'on fasse un point concrètement. De quoi parle-t-on quand on parle de France 2030, ce grand plan cyber, cette ambition cyber de la France? Quelle est la stratégie, quelle est la feuille de route? Oui, merci. Donc, je vais essayer de... Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail mesure par mesure, mais en tout cas, l'idée, déjà, la cybersécurité fait partie de France 2030 parce qu'on considère que c'est un secteur stratégique. Pourquoi? Parce que la France, elle est dans le top 5 mondial au niveau de la cybersécurité, qu'on a un écosystème qui est ultra dynamique. Donc c'est vraiment une opportunité et on a un vrai potentiel. Donc on a considéré que mettre de l'argent public pour soutenir ce secteur, c'était important et ça nous permettait de faire croître l'écosystème et de permettre à la France, l'objectif de France 2030, c'est de placer la France en tant que leader sur certains secteurs, donc la cyber en fait partie. C'est un secteur qui est en croissance, qui pourra, donc on a 10% de croissance par an, on a 50 000 personnes, donc c'est un secteur qui est important. Et puis c'est aussi un secteur important parce que il constitue un enjeu de souveraineté. La menace cyber, elle est en croissance, et donc ça pose des problèmes à la fois pour nos acteurs économiques, mais aussi pour notre démocratie, on y reviendra peut-être. Et donc disposer d'outils français qui respectent nos valeurs en termes notamment de protection des données, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on s'est doté d'une feuille de route dans le cadre de France 2030, donc de 1 milliard d'euros, avec donc des objectifs que Mélanie a détaillés. Et bon, pour faire simple, on a structuré ça autour de 4 axes. Le premier, c'est soutenir le développement de solutions souveraines pour essayer de favoriser l'innovation dans le secteur en finançant des projets par appel à projets. Donc il y a eu on a commencé par le grand défi qui était piloté par William. Et ensuite, aujourd'hui, on a un appel à projets sur les briques innovantes et souveraines sur des briques technologiques. On a déjà eu 2 relèves, on a une dizaine de lauréats. L'idée, c'est de continuer à essaimer jusqu'à 2025 en identifiant bien les briques prioritaires et ensuite de soutenir des projets qui nous paraissent les plus transformants. On a un autre axe qui est celui de renforcer les liens et les synergies entre les acteurs de la filière.
Donc on a tout le travail qui est fait avec le CSF, le comité de filière industrie de sécurité. Mais l'exemple probablement le plus emblématique, c'est le campus cyber qui a été lancé en début d'année dernière. On a un autre axe qui est celui du soutien à la demande. Je pense que c'est important pour les acteurs de la cyber. C'est aussi, au-delà du soutien à des projets, de la subvention sur des projets innovants, c'est aussi de permettre aux entreprises d'avoir une demande, qu'elle se fasse au niveau des particuliers, des entreprises, des administrations. Donc on a tout un travail qu'on mène avec l'ANSSI, avec cybermalveillance.gouv.fr de sensibilisation des particuliers, des PME sur ces enjeux de cyber. On a bien évidemment le programme de l'ANSSI qui est doté aujourd'hui quasiment de 200 millions d'euros pour sécuriser les collectivités et les hôpitaux. Et donc l'objectif, in fine, c'est de bénéficier, même si aujourd'hui, donc on attend le compte-rendu de l'ANSSI, mais l'objectif, c'est quand même que ça bénéficie à des acteurs français en priorité, même si en termes de commande publique, on a toujours des problèmes de règles européennes qui nous empêchent de flécher uniquement sur des acteurs français. Et le quatrième, c'est un axe que vous avez soulevé, Mélanie, c'est celui des talents, des compétences. Et donc, on a, dans le cadre de France 2030, un appel à manifestation d'intérêt qui est transverse à toutes les technologies de France 2030, qui est doté de 2,5 milliards et donc qui vise à soutenir des projets de formation sur des outils, sur des objets de France 2030 qui sont bien identifiés, dont la cyber. Pour l'instant, on n'a pas eu encore d'annonce. Il y a déjà eu 2 levées. Les annonces seront prochaines, mais il y aura des projets cyber qui seront soutenus. Voilà très rapidement ce que je peux dire sur France 2030. Alors, on reviendra peut-être aussi au travers d'autres questions et puis bien sûr les questions qu'on gardera avec le public sur ce que vous évoquez, notamment peut-être les briques techno, quelles sont celles sur lesquelles il y a un fléchage, notamment en particulier, on verra un petit peu les questions. Peut-être, Gilles, en réaction à ce qu'on vient d'entendre, on a une stratégie, il y a une ambition, évidemment les enjeux, on sait qu'ils sont forts. Quels sont justement ces défis selon vous, que l'on doit adresser en priorité, parce qu'il y en a tellement, il va falloir prioriser, à horizon 2030, et est-ce que cette stratégie permet d'y répondre en partie? Oui, alors je pense qu'Aurélie a bien résumé l'enjeu. On a d'ailleurs cette logique, on l'observe dans d'autres domaines. Si je ne me trompe pas, on a des plans qui sont assez semblables dans le quantique et dans l'intelligence artificielle. Avec d'ailleurs, à mon avis, il me semble que le plan cyber est probablement celui qui est le plus articulé parce que cet espace à la défense est en train de se déployer pleinement, ça marche plutôt bien. C'est souvent lié au volontarisme des équipes qui sont sur ces sujets. Et c'est vrai que l'écosystème cyber semble être l'un de ceux qui structurellement a la plus forte croissance en ce moment, donc tout va bien. La caractéristique des plans français, si je fais une sorte de comparaison avec ce que j'observe ailleurs, c'est qu'ils sont extrêmement colbertistes. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Même si je compare avec le modèle américain, qui est finalement assez semblable, c'est-à-dire il y a beaucoup d'argent public américain, notamment militaire, qui est investi dans ce domaine. Je crois qu'il y a une différence, à mon avis, c'est que le modèle américain initie beaucoup plus comme induction la recherche. C'est vraiment le passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Et pour le coup, il y a plus d'innovation de rupture. Voilà, ça c'est vraiment la grosse... TCP/IP, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que si vous voulez un truc qui réussit, vous allez voir des industriels. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Parce que les industriels, ils sont proches de l'aspect implémentation, etc. Donc, les industriels, ils ne feront pas ni ARPANET ni TCP/IP. C'est pas possible, c'est pas comme ça. Ils vont vous faire un truc incrémental qui marchera très bien. Si vous voulez faire quelque chose qui soit vraiment de rupture et qui amène un paradigme nouveau, il faut accepter de perdre de l'argent, de faire des risques de façon importante. Et le grand déficit pour moi du système français, c'est son système de recherche et d'enseignement supérieur.
qui d'abord est sous-financé. Hein. Je rappelle qu'on est très en dessous de la moyenne européenne. La dépense moyenne enseignement supérieur en Europe, c'est aux alentours des 3%. La dépense des meilleurs, c'est aux alentours des 7%. Corée, Israël principalement. Allemagne, aux alentours de 5%. Et la France, aux alentours de, que je ne dise pas de bêtises, de 5%. Voilà. Donc on est décroché de ce point de vue-là. Le dernier budget, la PFL, est en décroissance nette là-dessus. Et en fait, c'est la brique manquante. C'est vraiment la brique manquante. Vous êtes très nombreux à être dans des startups ici. Ce n'est pas naturel d'aller chercher un laboratoire de recherche de façon systématique, comme c'est le cas dans très nombreuses startups dans la vallée. Donc moi, c'est la grande critique que je fais de façon incessante depuis des années. Puis derrière ça, il y a la synchronisation de la recherche européenne, c'est-à-dire que vous avez des silos, une réplication de la recherche. On fait une Europe plus ou moins, on essaie de retirer les barrières entre Européens, mais ça ne touche pas les enjeux de recherche. Et finalement, un des facteurs qui aujourd'hui montre qu'on essaie d'avoir un peu de synchronisation, c'est quand on est dans une crise énergétique, où on échange de l'énergie, et puis une crise militaire, où on commence à se dire, ça serait bien que dans le cadre de l'OTAN ou ailleurs, aussi bien les achats d'armes que de cyberarmes, on ait une sorte de logique de croissance. C'est ce que fait l'OTAN depuis assez longtemps. Ils ont localisé en Estonie un centre cyber qui est assez puissant, hein, moi je l'ai visité, c'est quand même... on n'imagine pas que l'Europe est capable d'avoir un centre de recherche de cette taille-là. Voilà, donc maintenant, ceci étant dit, le reste est quand même assez remarquable. Je pense qu'il y a une logique d'être assez fin dans cette synchronisation des acteurs. Et puis, une autre critique que j'ai longtemps faite, et je pense qu'il est en train d'être palliée, c'est le capital humain. C'est-à-dire que les politiques publiques françaises ont complètement négligé l'investissement dans le capital humain jusqu'à il y a peu, et notamment le fait d'avoir des écoles de type ESILV et tout ça qui font partie du pôle cyber. C'est une bonne nouvelle, ça facilite la montée en compétences. On a réussi à mailler des acteurs privés et des acteurs publics, ce qui est bien aussi, ce qui montre que voilà, il y a une logique d'efficacité en général. Maintenant, je trouve que sur le reste, si vous voulez, quand je vois le déficit en matière de codeurs, où la France n'a pas de différenciation par rapport aux autres pays européens, alors que justement cette logique un peu de centralisation, elle nous permettrait d'être beaucoup plus efficace, je trouve qu'il y a encore un énorme travail à faire. Voilà, c'est incroyable. Je veux dire, vous formez quelqu'un convenablement, vous le mettez sur le marché, son premier salaire, c'est 40, 42, 44 K. Vous n'avez aucun autre domaine où vous pouvez faire ça. Voilà, donc si vous voulez un ROI, pour parler de façon très prosaïque d'argent public, vous formez des codeurs. Vous gagnez tout de suite de l'argent, vous créez de la richesse, de l'économie, de la TVA, ce que vous voulez là-dessus. Et le fait que l'État ne comprenne pas ça me semble inexplicable. Pour parler franc, je trouve ça incroyable. Donc bravo pour la partie cyber, il reste un énorme travail sur le reste à faire. Sur la recherche et les compétences notamment, on va y revenir. Aurélien? Oui, si je peux peut-être juste réagir et peut-être réagir. Essayer de rassurer Gilles. Oui. Effectivement, je suis pas venu. Enfin, j'ai surtout détaillé les aspects qui étaient plus économiques de la stratégie. Juste pour le rassurer, déjà la stratégie, elle est copilotée avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc déjà, ils sont bien partie prenante. Et on a des outils innovants qui sont mis dans le cadre de France 2030, notamment un outil qui est assez intéressant, qui s'appelle des programmes et équipements prioritaires de recherche. L'idée, c'est que plutôt que jusqu'à présent, il y a quand même une culture aussi en France d'indépendance du chercheur, etc. Là, l'idée, c'est d'être un peu plus top-down, d'être un peu plus dirigiste, et donc d'identifier sur quoi on veut que les universités et les centres de recherche, donc notamment sur la cyber, on a, que je ne dise pas de bêtises, l'INRIA et le CEA à minima, et le CNRS, merci, et qui puissent, en fait, on leur indique les pistes sur lesquelles on veut qu'ils travaillent et sur lesquelles sur lesquelles on va mettre des financements et donc sur lesquelles on veut que les chercheurs finalement s'orientent pour qu'il y ait aussi un travail sur l'innovation de rupture qui réponde
aux besoins et aux aspirations de la filière économique. Et on a un autre outil aussi qui est un outil de transfert technologique, et ça c'est très important, c'est justement de pouvoir comment on essaie de faire en sorte que le monde de l'entreprise et le monde de la recherche se parlent, comment on essaie de faire, de multiplier les deep tech, donc les startups qui sont issues, qui sont des spin-offs de projets de recherche. Enfin voilà, on a tous ces travaux sur lesquels on essaie d'avancer en tout cas. Merci beaucoup Aurélien. William, on peut peut-être revenir sur la thématique des investissements et notamment comment à travers cette stratégie et au-delà permettre l'émergence de véritables champions européens. C'est un appel à vœux que, d'ailleurs, on en avait parlé lors des grands défis précédemment. C'est évidemment quelque chose de prégnant. On voit, et peut-être Elena nous en parlera aussi, son cas particulier d'une levée de fonds particulièrement importante pour une entreprise en France pour aller à l'international et donc quelque part devenir l'un de ces champions européens. Peut-être William, sur les stratégies, comment est-ce que vous les construisez et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire la différence sur cette capacité d'investissement? Peut-être qu'on peut commencer par regarder ce qui se passait il y a 3 ans, en 2019. C'était aussi le moment où j'ai commencé à m'occuper du grand défi cyber et donc à m'intéresser à la partie soutien à l'innovation en cyber. En 2019, on prenait les 3 plus grosses levées de fonds qu'on avait vues en cyber. C'était Alcide qui avait levé 13 millions, c'était Screen qui avait levé 12, c'était Centrio qui avait levé 10. Alors, quand j'ai refait ce background, c'est assez étonnant puisque bon, c'est 3 startups sur lesquelles on a un petit peu pleuré quand elles se sont fait racheter, les 3. C'était à l'époque, si on y regardait bien, et de temps en temps j'étais un peu provocateur, je disais que c'était plutôt bon signe. Et quand on regarde aujourd'hui, maintenant on se retourne et on regarde les 3 plus grosses levées de fonds qu'on a eues dernièrement. On a des levées de fonds qui sont maintenant sur l'ordre de la série B. Et les 3 dont j'ai parlé, c'était de la série A. Là, on a eu 3 séries B en pas très longtemps. Il y avait Mail in Black qui a fait 50, Tetris, Léna en reparlera, qui a fait 44. Et Guide Guardian un peu plus avant qui avait fait 40, des séries B. Donc en 3 ans, on a quand même fait la marche on attend maintenant les séries B et on aurait pu en avoir peur que toutes nos startups se fassent tout le temps racheter, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on progresse quand même dans une direction qui est intéressante. Et du coup, la question qu'on peut se poser derrière, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans pour que tout d'un coup, on arrive à ces stades-là. Il s'est passé plusieurs choses. Je reparlerai un petit peu du fait qu'en ce moment, tous les astres sont quand même pas mal alignés sur la cyber, donc ça aide beaucoup, et il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Mais si on regarde les startups en question, avant, une start-up française, elle avait 2 tendances. Alors je généralise largement, parce qu'il y en a qui ne faisaient pas ça, mais soit elle restait très centrée sur le marché français, et c'était pas facile de se développer, soit elle essayait de se développer rapidement, parce qu'une start-up en forte croissance, ça a besoin d'un marché pour soutenir sa croissance. Et quand elle essaie de se développer, le marché le plus attractif, c'est les États-Unis. Et quand on part très tôt aux États-Unis, on est quand même très exposé à un rachat aux États-Unis. Et donc là, si on regarde maintenant les startups qui font des séries B en France et en Europe, ou avec des acteurs européens, c'est intéressant de voir qu'il y a une volonté d'internationalisation, et pas que vers les États-Unis. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que aussi côté écosystème, c'est important d'essayer d'aider de la structuration d'un marché européen, parce que si on arrive avec un marché européen à offrir une alternative à un marché américain, on n'a aucune vocation à le remplacer, mais un marché qui est aussi dynamique et aussi adressable que le marché américain, ça permet à des acteurs de se développer et de devenir de futurs champions. Donc ça, c'est important. Et si je reviens sur le fait que les astres sont alignés, bon, il y a clairement une volonté politique française et européenne, ça c'est important. En France, je n'en reparle pas, France 2030, il y a un pan cyber qui est très, très, très prédominant, qui était un des premiers qui avait été annoncé. Donc c'est beaucoup de financement, c'est aussi des réglementations qui sortent. Et en Europe, pour la première fois, on a quand même la cyber qui a été détourée des 2 gros programmes d'investissement R&D et recherche, que sont Horizon Europe et Digital Europe, pour les confier à une entité spécifique, pour avoir une feuille de route stratégique sur la cyber et pouvoir soutenir des projets en innovation. Donc il y a cette volonté politique qui est alignée au niveau France et Europe.
À côté de ça, on a quand même un énorme potentiel en France de compétences et de gens qui sont à la pointe en cybersécurité. Et enfin, sur l'alignement des astres, on a quand même une forte demande qui fait que croître plus vite chaque jour, avec des facteurs aggravants qui sont la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, mais globalement un sous-jacent qui est indéniable, qui est la transformation numérique et le numérique. Ça, c'est important pour comprendre la cybersécurité, c'est que la cybersécurité, c'est tiré par le numérique. Donc, basé sur tout ça, après, la question qu'on peut se poser, c'est maintenant, quels sont les goulots d'étranglement sur lesquels on peut essayer d'optimiser pour adresser cette volonté de créer des géants et des champions européens. Donc, le premier goulot d'étranglement qu'on avait identifié en 2019, c'était pas assez d'entrepreneuriat. Il y avait déjà pas mal de startups qui se créaient tous les ans, mais par rapport au potentiel et à la volonté et à l'ambition, pas assez. Donc là, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits. Je pense qu'on a largement avancé sur ce domaine-là. C'est probablement pas encore assez, mais on est parti, on est sur une lancée qui est très encourageante. Après, le deuxième goulot d'étranglement qui est assez intéressant, c'est les temps. Les temps entre la création, la première levée d'amorçage, la série A. Et après, ça s'accélère potentiellement. Mais ces temps-là sont encore relativement longs, surtout quand on les compare potentiellement à ce qu'on peut voir en Israël ou aux États-Unis. Et donc là, il y a une question sur comment on raccourcit ces temps-là. Et enfin, il y a un troisième, à mon avis, goulot d'étranglement qu'on va commencer à percevoir, parce qu'aujourd'hui, on n'en est quand même encore qu'au début. Le domaine cyber est quand même très jeune et très peu mature quand on compare à beaucoup d'autres secteurs. Et là, il y a un cran qui va commencer à être adressé de manière de plus en plus fréquente, c'est le passage des startups, des petites startups qui sont moins de 100 personnes, à des licornes potentiellement, donc environ l'ordre de grandeur 1000 personnes. Et là, on a une tension RH, on y revient, qui est, c'est pas facile de recruter en cyber. Quand on est sous de 100 personnes en tant que startup, l'écho qu'on a, c'est pas dur de recruter, parce qu'en fait, c'est attractif une startup, donc pas de problème. À partir de 100 personnes, on a des phénomènes de turnover, et quand on veut attendre 1000, il y a en plus des phénomènes de c'est pas facile de recruter parce qu'il n'y a pas assez de gens formés. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas suffisamment par rapport à la demande qui augmente plus vite. Donc ça, c'est 3 goulots d'étranglement. Et sur ça, la stratégie nationale y a largement participé. Il y a beaucoup d'acteurs spécialisés qui se positionnent sur chacun des créneaux qui permettent d'essayer de les adresser. Alors sur l'investissement, il se trouve que maintenant, j'appartiens à Cyber Impact Ventures, donc on est positionné sur un de ces segments-là qui est le temps entre l'amorçage et la série A, essayer de l'accélérer au maximum. Donc ce qu'on vise à faire, c'est vraiment notre pitch en 2 secondes, c'est on prend des startups qui ont 0 € de chiffre d'affaires, on veut les amener à 1 million de chiffre d'affaires le plus rapidement possible, parce que c'est une bonne métrique pour ensuite faire sa série A. Et la cible, c'est entre 12 et 24 mois, idéalement moins de 18 mois, pour adresser tout de suite la levée suivante et commencer à décoller le plus vite possible. Et pour ça, la deuxième métrique qui est intéressante, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire que quand on arrive à la série A, si on a déjà quelques preuves d'internationalisation, en plus de ce million de chiffre d'affaires, et bien ça permet derrière de rassurer et surtout de faire des levées qui sont beaucoup plus confortables pour les entrepreneurs et pour les fonds d'investissement. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ça, notre stratégie en interne, ce segment-là. Mais les autres segments sont tout aussi importants. Le segment d'après et d'avant sont importants, et surtout le segment RH, à mon avis, et je serais très intéressé d'avoir la vue d'Elena sur le sujet, parce que le recrutement, pour moi, quand on vise être une licorne, on a 2 méthodes. Soit on fait du recrutement, de la croissance interne, soit on fait des acquisitions. Et donc la question se pose de quelle va être la tendance. On pressent un petit peu que 2023-2024, il devrait y avoir les premiers build-up comme ça avec des acteurs qui sont petits ou moyens et qui deviennent des plus gros acteurs. Et si ce n'est pas le cas, la croissance interne, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas il semble. Donc je suis curieux d'avoir le point de vue d'Elena là-dessus. Merci beaucoup William. Effectivement, Elena, on a envie d'avoir votre point de vue de dirigeante d'entreprise sur, effectivement, on a vu l'évolution de la vie de Tetris avec cette levée de fonds qui survient ces derniers jours d'un montant, donc William l'a rappelé, 44 millions, qui est donc très, très significatif. Il y a évidemment votre point de vue sur cette stratégie 2030.
est-ce qu'elle répond à la vision, aux besoins, aux attentes des entrepreneurs dans ce domaine-là? Comment, peut-être un mot sur cette levée de fonds que vous avez réussi à adresser de ce montant-là en série B, comme disait William, et puis votre regard sur le sujet dont on parlait des compétences, puisqu'effectivement c'est primordial pour vous, pour votre croissance, et on sait que c'est aussi très compliqué. C'est sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous, le plan 2030, ce qui est intéressant pour nous potentiellement, c'est effectivement de faire un appel à projet. Maintenant, pour les startups, les PME, etc., quelquefois ça peut être lourd de faire un appel à projet. On en fait un. Et après, éventuellement, comme le grand défi 2, etc. Ça demande aussi beaucoup d'investissements en interne, des équipes de R&D qui ne sont pas forcément dédiées spécifiquement, parce qu'il y a quand même un jury de ces appels d'offres. Donc on s'investit, on n'est pas sûr de gagner. Donc perte de temps quand on n'a pas beaucoup de monde. Donc ça aussi c'est une difficulté. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire notre propre R&D pour après la vendre tout de suite? Donc ça c'est aussi des questions qu'on doit se poser en interne dans les startups. Ensuite, après, la vie de Tetris par rapport à... Et après, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à tout cet argent qui arrive que ce soit le France Relance et Aurélien, tu en as parlé un petit peu, France Relance, pour moi, c'est une vraie révolte parce que, et je le dis au sein du CSF aussi, c'est-à-dire que les sociétés de conseil françaises vendent des produits étrangers. C'est-à-dire que tout l'argent qui est pris par les impôts des Français, etc., part en fait au final chez les étrangers. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une loi et personne au niveau de l'État dit attention, l'obligation, c'est ce qu'on nous avait vendu. En 1, les éditeurs français, en 2, les éditeurs européens, et puis en 3, le reste du monde, si la solution ne convient pas. Donc ça, un gros... enfin pour moi, c'est un échec, très, très clairement. J'ai demandé à ce que, puisque le budget a été fait par l'ANSSI, est-ce que ça a été validé? Parce que les subventions ont été données, et en fait, personne ne vérifie si effectivement c'est bien l'éditeur... truc bleu, blanc, rouge, etc. Donc ça, pour moi, c'est un échec. Donc là, le plan 2030, eh bien, j'espère effectivement qu'il va aider à tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce plan 2030, il stimule la France, mais au-delà de l'aspect cybersécurité, parce que ça rejoint l'histoire du recrutement, c'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, suite au Covid, en fait, les jeunes maintenant veulent travailler n'importe où sur la planète. Donc on n'y arrive pas n'importe où sur la planète. On peut y arriver en Europe parce qu'on est dans l'Union européenne, mais aller travailler au Canada, etc., au niveau code du travail, des assurances, est-ce qu'il faut un visa de travail? Ça devient très compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne veulent plus être sur Paris ou ailleurs, ils veulent être chez eux, et on n'a pas de fibre. Et on a un problème de fibres parce qu'il y a encore des villages, etc., qui ont de la DSL. Et tout ça, ça engendre des problèmes de recrutement et de positionnement. Et les gens partent potentiellement à l'étranger. Et puis par rapport au recrutement et les problèmes, nous, c'est vrai on était 40 en 2020, fin 2020. Là, on est 267 à la fin de l'année. L'objectif, c'est de recruter 300 personnes dans les prochaines années. C'est sûr, on ne va pas les trouver en France. On va les trouver en Europe. On va les trouver au Canada. On va les trouver en Asie. On a beaucoup de Français qui sont déjà expatriés, qui arrivent pour aider justement à cette notion d'éditeur européen. Et voilà, et donc on les recrute et ils arrivent au Japon ou à Vancouver. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Alors racheter une société, oui, alors qui fait de la R&D, mais c'est pas notre R&D. Comment l'imbriquer? C'est pour racheter des ingénieurs. Donc les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont partir parce que c'est leur bébé. Ils ont construit quelque chose et ils veulent pas rentrer forcément dans le nôtre. Ou alors est-ce qu'on achète une boîte de business
pour justement vendre nos technologies, etc. Donc le plan, donc tout ça pour dire que le recrutement, ça ne va pas être facile, c'est un vrai sujet, d'où aussi l'hyper-automatisation des solutions. C'est-à-dire que nous, on a énormément de robotisation, etc., d'intelligence artificielle qui remplace un nombre d'humains extrêmement conséquent et puis qui d'abord travaillent en 24/7 sans se plaindre, j'allais dire, entre guillemets. Mais non, c'est vraiment extrêmement important pour le futur. Et puis, on le sait, de toute façon, les cyberattaques sont complètement fulgurantes et il faut aider les analystes qui sont dans le SOC. Hein. Le SOC niveau 1, pour moi, c'est fini. Donc là, maintenant, tout ça, ça doit être fait par les systèmes. Et puis après, on doit avoir le niveau 2, le niveau 3. Et donc, moi, quand j'entends il faut recruter, enfin, il faut faire beaucoup de formations pour des niveaux 1, des Bac+2, Bac+3 en analyste, je ne sais pas si c'est suffisant. Moi, je pense qu'il faut que ce soit beaucoup plus en qualité. Parce que tous les systèmes d'IA, etc., qui sont en train de se construire à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, ça va remplacer cette population-là. Donc, dans 5 ans, 10 ans, etc., on sera déjà encore en manque. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup, Elena. Oui, puis après, on va aussi prendre des questions dans la salle, parce que je pense qu'il y en a pas mal. Il y a peut-être un point que j'aimerais qu'on aborde quand même avec vous, puisqu'on se projette quand même à horizon 2030. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller sur notamment des thématiques. Et je sais que, Elena, il y a beaucoup d'actions qui sont faites en ce sens. Gilles, vous êtes exprimé souvent sur cette notion de durabilité et donc de penser la cyber et un cyber, un numérique responsable qu'il faut intégrer dès aujourd'hui dans des modèles économiques. C'est tout à fait possible puisque, Elena, vous êtes société à mission notamment, oui, et il y a des actions très concrètes, très pragmatiques qui sont mises en place. Donc c'est possible dans les startups aussi. Comment est-ce que vous voyez cette dimension intégrée dans la stratégie France 2030 ? Par quelles actions concrètes on pourrait commencer à poser les jalons de ce numérique et de ce cyber responsable qui sont essentiels pour l'avenir, pour les jeunes générations dont on est en train de parler? C'est pour moi. Ouais. Chacun de vous. J'imagine qu'il a des choses à dire, peut-être plus concrètes que moi d'ailleurs. Non, mais je pense qu'effectivement, le sujet qui est en train d'exploser, c'est le Green IT. Donc, on entend à toutes les sauces, on entend beaucoup de bêtises. D'ailleurs, je pense que les spécialistes le savent largement. Mais c'est vrai que moi, je suis très surpris de voir des implémentations, notamment dans le legacy, dans les grosses corporates et tout ça. Vous avez des data centers entiers qui sont consacrés à faire tourner des petits CRM. C'est des trucs un peu surprenants, quoi. Et donc, il y a des gains d'optimisation absolument considérables à faire à cet égard. Moi, le sujet qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'IT for Green, c'est-à-dire en quoi le numérique peut décarboner. Et là-dessus, vous voyez des trucs qui sont spectaculaires. Mais vraiment, j'ai pas le temps de développer ce genre de choses. Et ce que je disais d'ailleurs dans une tribune il y a quelques jours, c'est que la France a une vraie carte à jouer là-dessus parce que on a traditionnellement, d'abord, on est bien placé en termes d'émissions de CO2 du fait du nucléaire et de différentes autres raisons. On est plutôt bien placé. Et puis, on a des grands acteurs de l'environnement. J'étais à table lors du déjeuner assis à côté de quelqu'un de chez Veolia. C'est l'un de ces acteurs. Et il me disait, mais nous, en fait, les gains de productivité, ça n'est que la technologie, c'est que le numérique, quoi. C'est vraiment... pour trier les ordures, par exemple, aujourd'hui, vous passez un niveau de tri traditionnel de l'ordre de 50% à un niveau de 95-98% avec du machine learning. Donc c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est un domaine qui peut exploser. Et justement, et je suis désolé parce que je ne veux pas à chaque fois lui tomber dessus, mais franchement, si on arrivait à avoir un plan coordonné là-dessus et à faire des formations qui sont imbriquées entre compétences environnementales et code, on ferait un truc de dingue. Voilà, c'est vraiment ma conviction là-dessus, parce qu'on est au tout début de cet univers. L'environnement n'est pas encore très compétitif, mais moi j'ai plein de patrons de grandes boîtes qui me disent « mais je cherche cette compétence, je ne l'ai pas ». Et franchement, ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois dans le mois dernier de discuter avec des gens qui sont plutôt C-suite et qui m'ont dit « mais tu peux pas m'aider, je sais pas, je vais pas donner des noms, mais je viens de parler avec un gars qui est au COMEX d'une énorme boîte qui me disait c'est exactement la compétence que je cherche. »
Voilà, donc c'est aussi ça, et je crois que le point qui me revient le plus, mais encore une fois, je ne critique personne, c'est vraiment, au lieu d'aller chercher la programmation, la vision politique et implémentale auprès des grands industriels, normalement, ceux qui devraient être au cœur de la cité pour ça, ça devrait être les chercheurs. Et c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Vous allez au Fraunhofer, vous allez à l'EPFL, vous voyez ça. Vous voyez vraiment ça. Vous allez à Cambridge, vous voyez ça aussi. Et cette chose-là, paf, ça a complètement... Nous, il y a Polytechnique, donc toujours les mêmes, qui ont un melon comme ça. Excusez-moi pour ceux qui ont fait Polytechnique, mais c'est un peu problématique quand même. Et puis, il y a un ou deux trucs, voilà, il y a des très belles écoles et tout ça, mais elles ne sont pas at scale, et c'est surtout la recherche qui n'est pas at scale. Et on en revient au premier point que vous évoquiez, où effectivement on voit bien qu'il y a une interconnexion dans ces sujets-là. Aurélien, peut-être une réaction. Alors bon, Oui, vous y étiez préparé de toute façon, donc il n'y a pas de grande surprise. En revanche, sur ce que disait Gilles sur les actions en matière de décarbonation, il y a notamment des actions très fortes dans le cadre de France 2030, Alors, et puis des acteurs qui se sont engagés il y a quelques mois, c'était juste avant l'été, avec des engagements assez forts des industriels, notamment du numérique, sur un certain nombre d'engagements. Oui, alors il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a plusieurs sujets. Il y a le verdissement du numérique, et il y a le Green for IT qu'évoquait Gilles. Sur le Green for IT, en fait, on a un gros sujet, effectivement, parce que le numérique, il y a beaucoup de bashing du numérique sur le numérique à un coût environnemental fort, élevé, etc. Sauf qu'on ne sait pas mesurer, déjà, on ne sait pas mesurer l'empreinte environnementale du numérique, et on ne sait pas mesurer quelles sont ces externalités politiques. Et donc, en fait, c'est très compliqué, et donc on a un gros problème de mesure pour justement réussir à prouver ça. Bon, toujours est-il que sur le gouvernement, nous, on essaie de faire avancer, enfin de faire avancer le sujet. Donc, dans France 2030, il y a aussi des choses importantes, notamment il y a des gros volets sur la décarbonation de l'industrie, donc qui vont mobiliser le numérique, parce que c'est grâce à ces technologies-là qu'on va réussir à faire ça. On est aussi, alors, je ne vais pas m'étendre sur la décarbonation de l'industrie parce que c'est pas du tout suivi chez moi, mais par contre, nous, on s'intéresse aussi au numérique éco-responsable, et donc on est en train de militer en interministériel pour faire du numérique éco-responsable un objet de France 2030 qui obtiendrait aussi des financements. Des financements pour faire quoi? Pour soutenir les projets d'éco-conception à la fois des produits, produits numériques, ils ne sont pas forcément produits en France, mais surtout des services. Soutenir aussi le secteur du reconditionné, parce qu'en fait, finalement, l'empreinte environnementale du numérique, c'est 80% du matériel. Et donc, en le reconditionnant, c'est un peu double effet. On allonge la durée de vie des terminaux, et en plus, en général, on les fait en France. On le fait en France, donc c'est bénéfique pour l'empreinte carbone, et puis même pour l'économie française. Mais là, par exemple, il y a un sujet cyber qui se pose, c'est-à-dire il ne faudrait pas que le reconditionné lève des doutes quant à la sécurité des objets reconditionnés. Et de même, il ne faudrait pas que le reconditionnement se fasse au détriment de la sécurité des objets. Donc en fait, il y a un petit peu ces deux objets-là. Et nous, notre objectif, en plus, depuis la loi AGEC, on a l'obligation État d'acheter 20% de matériel reconditionné. Sauf qu'on a l'ANSSI qui vient nous voir en nous disant, en fait, on ne peut pas acheter ce matériel parce qu'il n'est pas sécurisé. Donc il y a un gros travail à faire avec la filière cyber et avec le reconditionné, par exemple, pour sécuriser ces choses. Enfin voilà, c'était un exemple un peu concret. Et puis, encore une fois, sur le sujet compétences, comme je le disais tout à l'heure, il y a un grand AMI très transverse sur tout France 2030, et il y a un volet aussi numérique et environnement. Et donc on soutient des formations. Donc là aujourd'hui c'est encore un peu timide, on n'a pas eu des tonnes de dossiers, donc on va essayer d'être un peu plus actif, un peu plus proactif, et aller chercher les acteurs pour financer, parce qu'il y a quand même 2,5 milliards de financement pour ces formations. Donc il faut qu'on aille chercher les acteurs, à la fois de la formation, à la fois des entreprises, pour réussir à monter des choses et répondre aux besoins qu'évoquait Gilles. Merci Aurélien. William, peut-être un mot sur l'attention aussi que portent de plus en plus les fonds d'investissement sur ces dimensions-là,
lors des levées de fonds et on voit qu'effectivement ça devient de plus en plus prégnant. Oui, alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'il y a plusieurs, à mon avis, niveaux de maturité sur la question. Sur la cybersécurité, ça a été régulièrement pas le premier problème qui s'est posé, puisqu'il y avait des enjeux plus immédiats. Et les gens s'en servent souvent comme une excuse. C'est-à-dire que déjà, en sécurisant les systèmes, et puis après, on verra si c'est écologiquement responsable. Il y a deux choses. Premièrement, à mon avis, un numérique responsable, déjà en soi, ça n'existe pas. C'est des utilisateurs et des usages qui vont être responsables, en tout cas responsabilisés. C'est-à-dire que ça tombe aussi et ça incombe aux gens qui vont acheter les produits d'impulser. Et c'est aussi des gens qui achètent des produits numériques, ça leur incombe aussi d'impulser le fait qu'ils veulent que ce soit sécurisé. Et souvent, alors on ne peut pas reprocher toujours aux clients de ne pas demander ces choses-là, mais de fait, ça va arriver, puisque le coût de l'énergie, on s'attend à ce que ça augmente, et des produits qui ne respecteraient pas, par exemple, une frugalité énergétique, risquent assez vite de pas forcément rencontrer leur marché. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a cet axe-là, déjà d'un point de vue investissement, qui immédiatement rentre en ligne de compte, à savoir est-ce que c'est le développement de ce produit ou de cette start-up ne risque pas d'être impacté immédiatement par le fait que les coûts des énergies augmentent, et est-ce que la durabilité de l'investissement, du point de vue écologique, est réaliste. Ça, c'est vraiment l'aspect émergé de l'iceberg. De manière générale, la bonne pratique en investissement pour le moment, ça a été relativement normé. Il y a aussi déjà dans un premier temps d'amener ses participations et son portfolio à se poser la question de quelle est mon empreinte carbone, comment je peux la réduire, ça c'est dans le meilleur des cas, mais déjà se poser la question de comment je peux la mesurer. Est-ce qu'il n'y a pas que la partie écologique, il y a aussi toute la partie gouvernance et sociétale, mais se poser la question de quel est mon impact sur la société en tant que justement acteur de cette société. Et donc ça, effectivement, c'est réglementé et les fonds maintenant sont amenés à se déclarer et à être contrôlés sur quel est leur niveau d'implication vis-à-vis de leur portfolio pour vérifier effectivement proactivement avec leur start-up est-ce que vraiment on s'oriente dans la bonne direction, ce qui est essentiel puisque les financements en général sont quand même à moyen et long terme, et donc ne pas se poser la question de ces problèmes-là, ce serait immédiatement aller dans le mur. Elena, un point de vue sur ce que l'on vient d'évoquer et puis finalement le rôle que jouent aussi les startups, et on voit que c'est possible d'adopter un certain nombre de bonnes conduites et d'intégrer cette dimension-là, alors step by step évidemment, parce qu'on voit que c'est quand même conséquent et que ça vient s'ajouter dans la feuille de route déjà de la startup, mais des choses très concrètes existent. Oui, alors déjà à Tetris, la moyenne d'âge, surtout dans notre recherche et développement, est relativement jeune, et donc cet aspect green, c'est extrêmement présent chez eux et puis chez nous tous d'ailleurs. Déjà en tant qu'éditeur d'une solution, donc sur la partie soft, donc c'est l'algorithmie. Donc, et là, avoir des algorithmes qui justement réduisent, si on veut, le CPU de toutes les machines. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous, et tout ça, c'est mesuré, etc. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre levée, bien sûr, on a fait une due deal, et là, la société est mise à nu, et bien sûr, une partie RSE qui devient de plus en plus importante, j'allais dire, et on a fait une recherche, puisque nous, on travaille avec OVH, qui, OVH, a une empreinte carbone réduite de moins 36% par rapport aux autres grands clouds du marché. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un système de refroidissement très spécifique chez OVH qui leur permet de garantir ça, contrairement par exemple à Microsoft où ils prennent de l'eau et ça tourne et ça tourne et ça tourne en permanence pour refroidir tous ces data centers. Et là, on s'est rendu compte, puisque nous, on nous demandait, mais votre empreinte carbone par rapport à votre cloud, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, sur une année, ça représente les 4 sales que je vais envoyer au FIC à Montréal, là. Voilà, c'est exactement ça. Alors du coup, on se pose la question, on se dit, mais mince, alors il ne faut pas que j'aille faire du business à l'étranger, puisque du coup, j'ai un problème avec
l'empreinte carbone de ma société, mais je suis bien obligé de le faire, sinon je me mets des boulets aux pieds et puis je peux plus avancer, quoi. Bon, voilà. Et puis après, là, on est dans la construction de notre futur bâtiment et c'est du béton carbone, c'est des photovoltaïques, c'est des ordinateurs avec qualifié Energy Star qui durent extrêmement longtemps et qui consomment le moins. C'est des ampoules qui éclairent plus ou moins en fonction de la lumière extérieure. C'est tout ça qu'on est obligé de le mettre en place pour justement être dans notre cadre de société à mission et puis de RSE, oui, éco-responsable, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions avant la fin de cet atelier. Oui, monsieur, après. Je vais vous donner mon micro, comme ça on vous entendra peut-être mieux. Bonjour, alors je sais qu'Aurélien a passé un moment difficile parfois avec Gilles. J'ai une question, et c'est plus pour rejoindre le point de vue d'Elena quelque part. C'est plus sur les JO 2024 en fait. On pense à la même chose peut-être. Ah oui, voilà. Donc il y a une enveloppe qui a été attribuée par l'État pour faire travailler les champions français. Il paraît qu'il y a 102 sociétés qui ont été choisies. Est-ce que ce sont 102 filets d'Atos? Parce que personne d'autre, peut-être dans la salle, n'est au courant de ces expérimentations, Elena, peut-être? Oui, non, mais je sais parce que je travaille sur le dossier depuis décembre 2018 et en fait, au final, on n'est même pas prévu dans les sociétés. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, Aurélien. Bon, alors, oui, c'est pas évident. D'autant plus que ce point-là, c'est du coup. Aurélien, vous reviendrez quand même. Ouais. Vous reviendrez aux assises. Non, mais je vais lâchement jeter la responsabilité sur mes collègues. Alors, les JO, c'est l'intérieur et l'autre, c'est l'ANSSI. Donc, en tout cas, L'argent vient de Bercy, donc à un moment. Il vient du Premier ministre. Mais effectivement, non, il n'y a pas de souci. On prend bien note. Nous, notre travail aussi à Bercy et direction des entreprises, c'est de soutenir les entreprises françaises. Donc, effectivement, suite aux remarques d'Elena sur l'ANSSI, on a demandé à l'ANSSI un reporting détaillé, justement pour savoir quelles étaient les entreprises bénéficiaires, pour être sûr. Et ensuite, une fois qu'on aura ce reporting et une fois qu'on a le constat, effectivement, si effectivement il y a des acteurs étrangers ou que des filiales de grands groupes qui sont soutenus. Parce qu'on est quoi, une quinzaine de start-up françaises qui commencent à bien cartonner, on peut dire, on n'a pas la nouvelle vague de la cyber, il n'y en a pas une, à ma connaissance, qui a été contactée. Non, mais et ça, c'est des points où il faut qu'on fasse le point avec le ministère de l'Intérieur. On avait... voilà. Oui. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec toi parce qu'on nous dit sans arrêt il faut être qualifié par l'ANSSI, Tous les acteurs étrangers ne sont pas qualifiés par l'ANSSI et ils vendent à gogo. Donc tout ça au niveau économique, ça ne convient pas en fait. Effectivement, sur la base de ce constat, il faut qu'on va faire le point. On va faire le point avec l'ANSSI, on va faire le point avec l'intérieur. Et effectivement, si on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs émergents et français qui bénéficient de ces fonds, il faut qu'on fasse le point avec les juristes pour savoir quelles sont les failles et comment on essaie de trouver, malgré toutes les contraintes sur la commande publique, etc., comment on fait en sorte pour que ça marche. On a une autre question, monsieur, pardonnez-moi. Oui, bonjour. Alors, Aurélien, je suis désolé, c'est encore pour vous. Au vu de l'actualité aujourd'hui des collectivités territoriales, donc des mairies, entre autres, et de l'actualité en cybercriminalité, on voit encore cette semaine, ça a fait la une des journaux, en Seine-Maritime, je crois. Pensez-vous que le budget alloué aux aides pour protéger nos collectivités est suffisant, sachant que la dernière aide qui a été publiée, alors j'ai plus le nom, correspondait à peu près à une aide de 40 centimes par habitant pour une aide en sécurité, à sécuriser les systèmes de la SI d'une mairie. Alors, pour l'instant, disons qu'on est parti à la base sur 136 millions. Ça a été abondé de 40 millions. Donc on est passé à 176. Là récemment, on a encore ajouté 20 millions. Donc on se rend bien compte que le besoin, on pousse pour renforcer la dotation, mais malheureusement l'argent
l'argent public non plus ne tombe pas du ciel. Quand vous avez plus de service public. Non, mais je sais. Enfin, mais en tout cas, pour l'instant, il y a aussi, enfin, il faut aussi prendre en compte le côté dimensionnement des gens qui sont là pour aider les collectivités. C'est-à-dire que l'ANSSI, pour l'instant, on pourrait leur donner 1 milliard, mais en fait, ils n'auront pas forcément la bande passante pour le faire. Et donc là, pour l'instant, on est déjà à 200 millions. On va voir si il faut continuer. Et on a tous bien conscience que les structures hospitalières, les collectivités, il faut les sécuriser en priorité. Et moi, j'ai une question pour toi, Aurélien. Et pourquoi est-ce que l'ANSSI grossit et enlève du personnel et puis nous coûte au niveau impôt au lieu de prendre des sociétés privées pour justement faire travailler notre économie et qu'on puisse travailler pour les générations futures aussi et laisser quelque chose. Non mais... Ça, pour le coup, il faut parler à Guillaume. Il faudra poser la question à Guillaume, parce que moi... Non, mais même au-delà de Guillaume, tu vois, c'est pourquoi faire grossir ce truc alors que de la sous-traitance avec des entreprises privées, comme le font les Américains, les Anglais, etc. Et là, tu crées du business, quoi, parce qu'on ne va pas s'en sortir. À avoir de l'argent, comme tu dis, qui ne se tombe pas du ciel, et au bout d'un moment, si ça ne retourne pas dans la machine, ça ne pourra pas fonctionner. Enfin, c'est juste ça. Ben. Je ne suis pas économiste, mais c'est simple, quoi. Un nouveau modèle économique à trouver. Oui, je pense. On a une dernière remarque. Oui, je voulais juste faire une remarque, en fait, puisque j'ai entendu Gilles. Donc, je suis, depuis peu, j'ai quitté mon poste il n'y a pas longtemps, mais j'étais directeur cyber du groupe Veolia. Et en fait, je rejoins un peu la remarque d'Elena, parce que je lisais un article hier, je crois, sur le S3 et NES. Je suis aussi un ancien de Thales, et je m'aperçois des difficultés, en fait, que j'ai eues pendant des années, et surtout sur les collectivités locales auprès de Veolia, où on nous impose de travailler avec du français parce que la réglementation c'est ça, etc. Et je vois un partenariat avec Google, alors qu'on a des partenaires français qui sont bons, qui sont bien, et très honnêtement, quand ça a commencé, mes collectivités m'ont dit, j'ai eu des maires en face de moi qui m'ont dit, bah non, même si c'est Secnum Cloud l'ANSSI, je m'en fiche, je veux un truc français. Et là, on a une initiative sur laquelle on pouvait faire quelque chose de souverain, où Guillaume nous bassine depuis des années, et finalement, on se retrouve à travailler avec un acteur français qui est Thales, mais qui a énormément d'investissements à l'étranger, et puis avec un Google. Donc je suis assez étonné, en fait, du message pour 2030 de dire il faut qu'on consomme français, et l'État va se mettre à consommer américain, et en même temps, un message contraire à leur mairie, à leur métropole, qui dit ils sont méchants les GAFAM, il ne faut pas bosser avec eux. Gilles. Non, mais vaste question. Alors là, pour le coup, le cloud, ça dépasse un petit peu mes prérogatives, mais je pense que l'idée, et alors pardon, je suis pas du tout un technicien, donc je sais pas, je vais peut-être dire des énormités, mais l'objectif, en tout cas, que vise cette approche, c'est aujourd'hui de développer des offres Secnum Cloud qui soient compétitives et qui puissent répondre et apporter suffisamment de services de qualité aux utilisateurs. L'objectif est donc en tout cas c'est ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui les offres françaises, pour être compétitives et apporter une qualité suffisante de service, ils sont obligés de s'associer à des gros, donc Orange avec Microsoft, Google avec Thales, etc. Mais en parallèle, dans France 2030, il y a une stratégie cloud qui vise justement à soutenir. En fait, l'idée c'est OK, aujourd'hui, on va prendre des acteurs français qui sont obligés de s'associer avec des acteurs extra-européens pour assurer ce service et qu'au moins on ait une offre française, entre guillemets, mais qu'à terme, d'ici 2025-2030, on ait des vrais acteurs français qui aient la capacité d'être à l'échelle. Comme on ne forme pas forcément des filières, on forme des techniciens des filières, niveau 1, analystes, etc., mais pas des gens qui pensent culture cyber, on se retrouve avec des technos en fait, qui partent dans les GAFAM, parce que c'est là où il y a le business. Et nous, entreprises françaises, en fait, on se casse les dents parce qu'on n'arrive pas à recruter des gens qui sont déjà en place. Alors,
Oui, Gilles, Je m'intéresse beaucoup à ce sujet de cloud. Juste une information. En 2012, il y a eu un travail qui a été fait qui a montré que la part du cloud versus on-premise aux États-Unis, c'était aux alentours de 16-17%. En France, c'était 1%. Et les corporates français n'y sont pas allés. Eux, ils disaient, pour nous, le cloud, c'est super pour gérer des sites web non transactionnels. Et donc, il y a une forme de conservatisme qui joue à beaucoup de ce fait. Et les gens qui poussent à l'existence de Bleu, c'est les corporates français, principalement, et qui vont faire leur travail auprès de la DGE, un peu partout, en disant on a besoin de faire du 365, du Google, du GCP, tout ça, et qui arrivent assez bien à finalement à dire c'est une question de continuité de l'économie. Ils le font d'autant mieux que c'est pas un débat qui existe tellement dans les autres pays européens. Ça peut sembler... C'est assez étonnant, mais même les Allemands, qui sont très sensibles aux enjeux de données, ne se posent pas tellement ces questions-là. Donc, nous, je pense que finalement, le débat qui a lieu en France, c'est plutôt un débat assez intéressant. La question, c'est de savoir, est-ce que finalement, on peut avoir une période de transition où on utilise ces plateformes, ou au contraire, si on utilise ces plateformes, c'est fini, on va verser là-dedans, on n'y reviendra pas. Mais c'est un débat qui est compliqué parce qu'il est tout sauf manichéen. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de préservation de la compétitivité des acteurs, et puis de l'autre côté, il y a des enjeux de préservation de la souveraineté à long terme. Voilà, moi, me semble-t-il, il y a un débat sur le fait de faire émerger des clouds qu'on pourrait qualifier de souverains à l'échelle française et à l'échelle européenne, parce que malgré tout, ce problème commence à apparaître de façon forte. Il y a une agitation très forte du côté des États-Unis qui cherche à restaurer le Privacy Shield. Vous l'avez vu sans doute dans la presse aujourd'hui. Ça va être assez compliqué, d'après ce que je comprends. Mais là encore, me semble-t-il, ça serait bien d'arriver à fédérer des acteurs qui ne soient ni les corporates, ni évidemment les hyperscalers, et d'aller chercher peut-être des gens qui sont capables d'amener l'innovation de rupture. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, l'avènement du Edge, c'est une opportunité de faire entrer une nouvelle catégorie d'acteurs. Voilà. Et c'est pas en faisant j'ai tellement fait un blocage là-dessus que j'ai oublié le nom de ce moteur de recherche. C'est-à-dire, quand vous essayez de faire un copycat 15 ans plus tard, vous tollez, mais garanti, quoi. Si vous essayez de prendre... Ce qui est bien dans la technologie numérique, c'est que vous avez des points d'entrée tout le temps. Voilà, et c'est autant d'opportunités. Je veux dire, il n'y aurait pas de cyber si c'était la continuité de ce que fait Kaspersky depuis 30 ans, quoi. Voilà, ce qui fait que vous existez ici, c'est que vous êtes rentré dans des niches, dans des trucs, et que ces niches deviennent mainstream par la suite. Donc c'est là aussi, moi, où j'ai pas mal de réserves sur les corporates, parce que les corporates, en réalité, ils sont incapables de faire de l'innovation de rupture. Ils font que de l'incrément. Et c'est un peu ça, je crois, aussi, la grande leçon de cette affaire, c'est que voilà, il faut accepter de prendre des risques. Des fois, on se plante, et on perd de l'argent public. De désinformation, en tout cas, de changer le mindset un peu des gens, justement. Ouais, mais de toute façon, c'est normal que les corporates arrivent à se faire entendre parce qu'ils sont gros, qu'ils ont beaucoup d'emplois, et c'est normal, c'est la vie comme ça, quoi. Voilà, et je pense que le fait d'avoir un écosystème, vous êtes ici, vous en témoignez, qui soit fort, ben, la part de voix, elle se corrige peu à peu. Donc, on peut se féliciter quand même que ce soit aussi à ce niveau aujourd'hui. Alors, on doit juste conclure parce qu'on doit libérer la salle. Pardon pour les prochains, parce que si je ne suis plus reçue à la DGE et qu'en plus je suis virée... Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci Aurélien. J'espère que j'aurai le plaisir de vous avoir tous les quatre l'année prochaine et que j'aurai encore le droit de venir à la DGE. Merci à vous d'avoir été avec nous et bonne fin des assises pour cet après-midi.